Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité en République démocratique du Congo reste toujours dominée par le discours du chef de l'État devant le Congrès. Ce discours qui alimente les débats dans les salons, aussi bien dans les milieux politiques. Alors, j'ai été tout à l'heure pour commencer la première question d'abord, avant d'arriver là. Maman Catherine Duziamombo, vous nous recevez chez vous. D'abord, bonjour et comment vous vous portez? Je m'accroche, bonjour, je vais bien. La première question, Maman Catherine Duziamombo, on rappelle que vous avez été aux concertations, vous avez été également invité au Congrès, vous avez assisté au discours du chef de l'État qui est donné devant justement le Congrès. Quelle lecture faites-vous d'abord de ce discours? Quels sont les éléments qui vous ont plus marqué? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel de ce message du chef de l'État? Bon, je crois que les concertations nationales ont été pour la vie de notre pays un moment fort. Un moment historique où nous nous sommes retrouvés, toutes les tendances confondues, pour répondre à l'appel du président de la République et qui nous a donné la possibilité de faire un état des lieux sur la situation de notre pays sans état d'âme. Contrairement à ce que beaucoup croyaient, il y avait même des gens qui avaient parié et qui disaient que ces concertations-là ne vont pas aboutir, et ils ne vont jamais s'entendre. Comme il n'y a pas eu un modérateur extérieur, ils ne vont jamais s'entendre. Vous allez voir, etc., etc. Mais pour une fois, les Congolais ont démontré que face à leurs responsabilités, pour parler de leur pays, ils sont capables de transcender leurs états d'âme et de parler d'un seul langage. Je ne me souviens pas avoir entendu que dans une des 5 commissions thématiques, comme on les appelait, qu'il y a eu des gens qui se sont bagarrés, qui se sont insultés. Je n'ai jamais entendu ça. Et pourtant, ce n'était pas le sujet à mettre vraiment des gens... à s'accorder à première vue. Bien sûr, mais on l'a fait en toute responsabilité, chacun estimant que j'ai l'obligation d'apporter ma contribution à cette œuvre de la reconstruction de notre pays. J'en reviens maintenant aux recommandations qui ont été des recommandations dites d'enseignement, et je pense qu'en dehors de Sun City, voilà un deuxième forum qui fait que on a été jusqu'au fond des choses pour relever sans sujet tabou ce qui va et ce qui ne va pas. Et ces recommandations, disais-je, ont pris en compte tous les aspects de la vie politique, de la vie économique, des aspects économiques, des aspects sociaux de notre pays. Nous arrivons maintenant au discours du président pour maintenant répondre à ces recommandations. La seule phrase essentielle que j'ai retenue, c'est que demain ne sera plus jamais comme aujourd'hui. C'est une façon de mettre chacun de nous devant ses responsabilités, en se disant, parce que moi, le chef de l'État, qui suis garant de la nation, je prends l'engagement devant la nation de répondre positivement à toutes les recommandations qui ont été faites par les Congolais réunis en concertation. C'est aussi une manière de nous dire
Pour moi, je dis que demain ne sera pas comme aujourd'hui, vous aussi les Congolais. Pas seulement les concertateurs, mais tous les Congolais, parce que les concertateurs, les recommandations de concertation concernent tous les Congolais. Vous aussi, vous avez l'obligation d'appliquer ces recommandations. Parce que moi, je m'engage à le faire. Et c'est comme ça qu'il s'est limité à donner des réponses. Il y avait plus de 600 recommandations. Comme il ne pouvait pas donner la réponse sur toutes les 600 recommandations, tout en s'engageant de les respecter, mais il a quand même donné la réponse à certaines recommandations qui me paraissent essentielles, telles que d'abord la sécurité de notre pays à l'Est. Il s'est engagé de faire tout pour que notre pays retrouve la paix, que la population de l'Est ait aussi la possibilité de vaquer à leurs occupations. Et là, je crois que les points les plus sombres qui concernent la négociation de Kampala. Là, j'ai un peu un pincement au cœur. Quand je vois les différentes personnalités des Nations Unies qui continuent à pousser le gouvernement congolais aux négociations, tout en sachant que les points pour lesquels les négociations de Kampala sont bloquées, ce sont les points qui font que on ne peut pas, par exemple, à travers la presse, j'ai ouï dire qu'il y a 2 points essentiels qui bloquent les négociations de Kampala de se terminer. Les M23 demandent à ce que l'amnistie soit générale. Le gouvernement dit, et nous l'avions dit aussi aux concertations, qu'il n'est plus question d'accorder l'amnistie à tout le monde. Parce que parmi les gens qui sont dans les M23, il y a des gens qui ont déjà été amnistiés plus de 2 fois. Donc ça devient comme un jeu d'enfant. Vous allez tuer les autres Congolais, vous revenez, on doit vous amnistier. Demain, vous allez de nouveau reprendre les armes sous prétexte que les accords n'ont pas été respectés. Vous tuez les Congolais, vous revenez, on doit vous amnistier. Mais attends, la population au nord Kivu, Sud Kivu, ceux qui sont tentés d'être tués, dites-moi, est-ce que ces gens-là ont une responsabilité quelconque, ont plutôt un pouvoir quelconque pour leur donner satisfaction aux revendications, si revendications il y a? C'est la population. Ceux qui doivent éventuellement leur donner satisfaction aux revendications, si revendications il y a, mais ce sont les politiques, c'est le gouvernement. Donc, et le gouvernement se trouve à Kinshasa. Donc comprendre que vous ne voulez pas plutôt que ce soit la pauvre population. Mais la population en pâtit pour rien. On va tuer la population qui n'a rien à voir, qui ne peut rien leur faire. Ça maintenant, ça devient un problème moral en ce qui me concerne. Ceux qu'on est tenté de tuer en bombardant et tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Est-ce que ce sont eux qui vont leur accorder l'amnistie? Moi, je pense que la négociation par la voie pacifique, on peut trouver les réponses à nos divergences. On n'a pas besoin de tuer les autres Congolais. Si on se dit Congolais, on n'a pas besoin de tuer les autres Congolais pour justement trouver les réponses à ces revendications. Donc, aux concertations, il avait été décidé, on ne doit plus donner l'amnistie à tout le monde. Deuxième point qui fâche, ils veulent que tous les milices soient intégrés dans l'armée. Attends, l'armée doit être un corps d'élite. L'armée ne doit pas être un corps où on va déverser tous les délinquants. D'abord, il faut d'abord avoir la vocation pour être militaire. Qu'est-ce qui vous dit que tous ces milices-là ont cette vocation? Ils ont peut-être la vocation d'aller tuer les autres, d'aller piller les autres, de faire du mal. Nous l'avons fait une fois.
après Sun City, parce qu'il fallait sceller la réconciliation, parce qu'il fallait réunir les territoires. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Où les milices, n'importe où, lorsqu'il y a un règlement de ces conflits, on doit les déverser dans l'armée. L'armée nationale doit être un corps d'élite. Je veux bien qu'on puisse s'occuper de leur réinsertion dans la vie civile, mais pas les verser dans l'armée. Et quand je vois que les gens de l'ONU demandent à ce que le gouvernement puisse continuer à négocier, on va négocier sur quoi? Quel est le point qui nécessite encore un effort du gouvernement? Ça fait beaucoup d'argent ces négociations-là. On m'a parlé de payer $400 par jour. Donc sur 30 jours, ça fait $12 000 par personne. Mais ils peuvent tirer, à cette allure, ils peuvent tirer les choses en longueur, sachant que... Il faut noter que nous en sommes déjà à plus d'une année. Eh bien, il y a plus d'une année, faites les comptes, pour une seule personne, 12 000 fois 12 mois, ça fait combien d'argent qu'ils ont touché? Et à partir d'aujourd'hui, si on devait continuer les négociations, il faudrait que notre gouvernement demande à M23 de se prendre en charge, parce que là où ils sont, ils perçoivent les taxes, ils revendent les minerais, donc ce ne sont pas les moyens qui leur manquent. Et que le gouvernement prenne seulement en charge les membres de notre délégation. Et donc on va comprendre que pour vous, vous acceptez le principe qu'il faut continuer sur ce flanc politique de négociation donc, de Kampala, mais qu'il soit retranché la prime qui leur est accordée pour pouvoir faire son travail. Et vous pensez que c'est une méthode qui peut porter défaut? Je suis une mère et en tant que telle, je ne peux pas recommander la violence. La guerre n'est pas une solution. Si on nous soumet à la guerre coûte que coûte, là, ça sera autre chose. Parce que jusqu'ici, le président de la République avait dit qu'il y a 3 flancs qu'il faut poursuivre. Il y a le volet diplomatique, il y a le volet des négociations et il y a l'armée et ce sera à notre corps défendant. Très bien, maman. On va quand même rester dans ce discours. Les Congolais ont compris les éléments qui nous ont plus marqués dans ce discours du chef de l'État, mais le note aussi que le président de la République, dans une certaine mesure, parce que vous-même vous êtes membre de l'opposition, a accordé une mesure de grâce pour certains prisonniers. Est-ce que vous pensez que comment vous recevez cette information, cette décision du président de la République? Bon, moi je pense que c'est une bonne chose parce que l'opposition en avait fait une conditionnalité au départ. Et le présidium s'est investi pour obtenir les engagements que ça sera fait. Et comme le président de la République a eu à le dire dans son dernier discours, c'est une bonne chose qu'il ait accordé la mesure de grâce à certains compatriotes. Mais j'ai quand même remarqué qu'il y a une grande agitation dans les milieux de l'opposition. La plupart ne sont pas satisfaits. Mais je me dis, c'est tellement évident que ce que le président a promis, il avait bien dit, vous avez parlé, j'ai entendu. S'il a entendu, entre autres les points essentiels, c'est la mesure de grâce. Et c'est dans ses prérogatives en tant que chef de l'État d'accorder la mesure de grâce. Annuler carrément les faits dont les gens se seraient rendus coupables. Tout à fait. Mais il a également invité le gouvernement à déposer auprès de l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie. Cette fois-là, et c'est là. Non, je ne pense pas. Le Parlement sait qu'il y a des civils qui sont concernés par cette mesure d'amnistie. Et c'est là-dedans où on va tout mettre en œuvre pour faire l'inventaire des crimes qui doivent être concernés par cette loi d'amnistie. Moi, je suis confiante, je crois que les personnalités dont on parle seront graciées. Que répondez-vous à ces Congolais qui pensent que le président de la République aurait fait mieux
de citer nécessairement les noms de certaines personnalités, puisque ça n'est pas un secret. On connaît quand même les quelques personnalités qui sont en prison aujourd'hui. Moi, je pense que ça n'enlève, le fait de n'avoir pas cité les noms, ça n'enlève pas à l'ordonnance les pouvoirs de grâce. Et là, c'est dans la mesure d'exécution, le ministre de la Justice qui doit, comment dirais-je, qui doit faire ce travail, de voir en prison quelles sont les personnalités qui sont concernées par la mesure du président quand il dit que là, je crois que c'est le ministre de la Justice qui doit faire ce travail. Alors, dans la suite de cette détente, on a noté également le rapatriement de la dépouille mortelle de feu le président Mobutu, mais également l'ancien Premier ministre Moïse Tchombe au pays. Cette mesure, qu'est-ce qu'elle fait en vous? On rappelle quand même que vous êtes moboutiste. Oui, je suis moboutiste à vie, je ne peux pas me renier. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Nous l'avions demandé lors de concertations nationales. Vous savez que dans ce pays, il y a 3 grandes familles politiques. Il y a les Lumumbistes politiques. Il y a les Lumumbistes, il y a les Mobutistes et il y a les Kabylistes. Un chef qui veut bien être à l'aise, qui veut bien gouverner sans problème, je crois qu'il doit tenir compte de ces réalités, de ces donnes. Et pour nous, les Mobutistes, ça a été un moment de grande joie. Moi, j'étais très ému dans la salle quand je l'ai entendu dire ça. Le président Mobutu a quand même dirigé ce pays pendant plus de 30 ans. Et il a fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Lorsqu'on regarde la paix qui est aujourd'hui compromise, je me demande s'il était vivant aussi à son époque. Les pays qui se permettent aujourd'hui de nous interpeller, est-ce qu'ils pouvaient seulement se le permettre? En fait, bref, je crois que c'est une très bonne chose, que ce soit pour le président Mobutu ou le premier ministre Tchombe. Ce sera une bonne chose pour que leurs dépouilles soient rapatriées et qu'ils soient enterrés dans notre pays. Des honneurs pourront sans doute accompagner. Mais ça, c'est sûr. Pensez-vous qu'il faut aussi aller jusqu'à un mausolée? Mais ça, c'est sûr. Je n'imagine pas Mobutu être enterré et on va mettre seulement une banale pierre tombale. Je ne l'imagine pas. Hein? Si tel est le cas, je crois que les Mobutistes peuvent cotiser. Ils peuvent cotiser pour donner à Mobutu un mausolée. Ah oui, parce que là, vous tenez à tout prix à l'honneur qu'il faut faire au feu. Ah, mais ça, c'est sûr. Alors, on va rester dans ce même chapitre de la détente, pour parler de cet effort, parce que le président Kabila pense que le gouvernement devra nécessairement aussi prendre en charge certains dossiers de certains prisonniers qui sont en dehors de notre pays, notamment à la CPI et dans certaines autres prisons à travers le monde. Pensez-vous que ce geste signifie-t-il que vraiment le président Kabila est déterminé à retrouver la provision tant recherchée? Mais tout à fait. Je prends l'exemple, les grands prisonniers qui est en dehors de notre pays, à la CPI, c'est Jean-Pierre Bemba. Voilà 5 ans qu'il croupit dans cette prison. On a interviewé à travers la presse, nous avons vu les témoins se relayer à la barre qui n'ont rien prouvé. Ça fait 5 ans et demi, il est maintenant dans sa 6e année. On n'a pas prouvé que réellement il avait fait quelque chose. Moi, je pense que comme le président de la République a pensé à cela et a enjoint au gouvernement de suivre ces dossiers, c'est une bonne chose qui pourra vraiment apporter une détente et renforcer la cohésion nationale. Parce que lorsqu'on se soucie de ceux qui sont en position de faiblesse, c'est une manière de montrer qu'on est grand. Et je crois que le concertateur qui avait pensé aller lui demander et lui-même qui a accordé, qui a accepté cette demande, je crois que c'est une très bonne chose. Un peu plus de 690 recommandations, il faut le dire, le président de la République, pour justement de ces assises du Congrès, a donné ce qu'on appelle
les recommandations phares. Là-dedans, on retient également la mise sur pied prochainement d'une structure qui devra être chargée effectivement de veiller à ce que toutes ces recommandations soient appliquées avec un mandat d'une année et aussi renouvelable. Pensez-vous que ça va être une surcharge ou elle vaut la peine cette structure? Bon, on a parlé d'un comité de suivi. Oui, parce qu'il y a plus de 600 recommandations. Je pense que pour le comité de suivi, je crois que c'est nécessaire. Mais là où j'ai mis un peu de réserve, moi, personnellement, ça c'est mon point de vue, c'est là où il a parlé d'un conseiller qui va être nommé, et le conseiller qui va suivre tous les cas de... Il va faire le monitoring les cas de corruption et de malversation. Là, j'ai trouvé que c'était un peu surchargé des structures, parce que nous avons, par exemple, le parquet, les parquets généraux, c'est son travail, rechercher les infractions. Nous avons l'inspection générale des finances, c'est son travail. Et nous avons également la Cour des comptes. Bon, nommer un conseiller, je ne sais pas, il va tirer son pouvoir de quoi? Tandis que les autres, ce sont des institutions qui sont reconnues dans la Constitution. Je pense qu'ils sont mieux outillés pour faire ce travail. Bon, on verra comment ça va se faire. Les recommandations sont une chose. Aujourd'hui, ces recommandations constituent ce qu'on appelle le nouveau programme du gouvernement. Et le président de la République, sur cette base, appelle à un gouvernement de cohésion nationale. C'est comme cela que lui-même l'appelle. Comment vous avez accueilli d'abord ce message? Est-ce que vous vous attendiez, lorsque vous étiez en concertation, à un aboutissement du genre? Oui, moi je m'attendais à cela parce que c'est tout un programme. Et les 600 et des recommandations doivent être coulées sous forme d'un programme de gouvernement. Et je pense que, comme il a dit lui-même, s'il veut donner un signal fort, il faut qu'il y ait un gouvernement avec les gens qui acceptent de travailler dans cet esprit-là de concertation pour justement mettre les recommandations en pratique. Vous savez, une chose est de faire des recommandations, mais autre chose est de les appliquer. Et l'institution qui est la mieux indiquée pour le faire, c'est le gouvernement. Bon, maintenant, le gouvernement, le président a parlé également qu'il veut renforcer la cohésion nationale, qu'il veut faire l'ouverture. Très bien, mais l'ouverture, est-ce que l'ouverture, on peut considérer qu'il y a une ouverture lorsque on élargit le gouvernement? Je ne pense pas. L'ouverture peut vraiment avoir un sens si le gouvernement peut être dirigé par les membres de l'opposition, par exemple. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est vraiment... il a l'intention de faire une ouverture. Mais parce que si on fait l'élargissement, seulement on laisse le statu quo, mais on fait l'élargissement, je ne sais pas si on peut considérer cela comme une ouverture. Alors, vous voulez dire... Mais c'est dans ses prérogatives constitutionnelles, lui-même, il sait à quoi s'en tenir. Alors, vous voulez dire que le changement profond auquel le chef de l'État a fait allusion ne peut être réaliste que lorsque, au niveau de l'équipe gouvernementale, l'animateur principal est issu des rangs de l'opposition? Non, pas seulement ça. Si l'animateur est issu des rangs de l'opposition, et si dans le gouvernement de l'Union, le gouvernement de la cohésion, si on y trouve les membres de l'opposition, les membres de la majorité de la société civile, en ce moment-là, c'est cette symbiose qui pourra faire qu'on peut parler d'un gouvernement de cohésion nationale. Alors là, le président de la République était clair, il a spécifié les membres de ce gouvernement, ils viendront à la fois de la majorité, de la société civile et de l'opposition. Il n'en a pas exclu. Alors, mais vous pensez que la primature devrait, parce que vos pairs de l'opposition sont déjà montés au créneau, pour exiger que ce soit quelqu'un qui soit issu de l'opposition? On ne peut pas exiger parce que ce n'est pas une obligation. Moi, je crois que c'est dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République de désigner l'animateur de son choix. On ne peut pas exiger. Nous pouvons éventuellement émettre un avis comme nous le faisons. Mais parler d'exiger, là, c'est trop dire. Je suis respectueux des lois de mon pays, je ne peux pas exiger. Mais s'il le fait, moi, ça sera un gage, et ce sera un signal fort que réellement, il veut
que les choses changent. Et il veut que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Alors, le gouvernement, il nous donne trois missions principales. La première, c'est que ce gouvernement doit faire tout pour rétablir l'autorité de l'État, qui manque énormément. La deuxième mission, c'est que ce gouvernement doit être en mesure de résoudre des problèmes sociaux de la population. Mais en troisième lieu, ce gouvernement doit tout faire pour amener la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que dans un gouvernement composite, est-ce que c'est aussi possible d'atteindre, de concilier ces trois? Mais c'est possible, ça dépend des personnalités qui seront choisies. Et je pense que notre pays a quand même des cadres de haute facture, des personnalités de haute facture qui peuvent, s'ils sont dans ce gouvernement, qui peuvent vraiment faire de sorte que les choses marchent. C'est un problème de volonté, c'est un problème de détermination, c'est un problème de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que si les recommandations de concertation sont appliquées, et je suis certaine et je suis persuadée que beaucoup de choses vont changer. Alors vous-même, vous êtes très expérimenté, vous avez fait vos preuves dans différentes institutions dans notre pays. S'il arrivait que toute l'attention soit focalisée sur votre personne pour apporter, pour déterminer, pour faire un critérium à la fin sur les personnalités qui peuvent justement animer les différents portefeuilles, est-ce que vous pouvez proposer quelque chose qui aiderait le président de la République dans le sens? Mais ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon travail. Moi, je crois que le président est bien outillé à la présidence avec des personnalités qui peuvent lui proposer les personnalités qui peuvent faire partie du gouvernement. Je ne suis pas dans les précarés. Ça, c'est un travail qu'on donne aux gens à qui on a confiance. Donc, vous estimez qu'on ne peut pas avoir la confiance du chef de l'État? Non, je n'ai pas dit cela, mais vous les voyez se réveiller le matin. Maman, je venais ici m'aider à former mon gouvernement. C'est impensable. Mais pourquoi pas, puisque le président de la République, il a quand même... Il peut le faire, s'il peut le faire, mais je ne sais pas. S'il me demande, je peux lui donner un avis, mais je ne le vois pas faire ça parce que ce n'est pas dans ses habitudes comment dirais-je, de faire les passes comme ça facilement. Alors, on va quand même... Ça fait quand même plus de 10 ans que nous les connaissons. On va quand même faire confiance au président de la République parce que lui-même a annoncé d'abord la place qu'il faut qu'on accorde à la femme. Vous êtes même une femme. 30% d'imposition pratiquement, en faire une loi, une obligation. Et voilà que demain, le président de la République porte son choix sur vous pour animer ce gouvernement. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, j'ai quand même une expérience, une longue expérience. Là n'est pas le problème. Je préfère qu'on parle de généralités au lieu de parler de moi-même. Pourquoi est-ce qu'on se limite seulement à 30%? Il y a assez bien des femmes solides, des femmes très bien formées dans ces pays. Pourquoi on n'irait pas jusqu'à 49% par exemple? Comme ils n'aiment pas beaucoup, je sais qu'il y a des compatriotes qui sont très allergiques quand on parle de parité. Bon, moi je m'arrêterai à 49%, ce sera bien. Alors, on sait que l'histoire retient que vous avez été à la tête d'un grand parti politique, donc l'imperfectible. Mais aujourd'hui, avec cette redynamisation, s'il faut le dire, pour les femmes, est-ce que vous pensez qu'un jour ça vous tente de refaire l'expérience, de rassembler encore des compatriotes congolais cette fois-ci, et vous en tant que femme au devant de la scène, et animer un parti politique? Mais je n'ai jamais dit que j'avais abandonné la politique. J'avais fait je m'étais retirée pour un temps parce que j'avais un problème de santé avec mon genou qui est un peu rebelle. Mais c'est un problème qui est en voie d'être réglé. Ma tête est tout à fait normale. Je n'ai jamais dit que j'avais abandonné la politique. Ne me faites pas dire ça que je n'ai jamais dit. Je suis politique et je sais comment faire pour reprendre l'initiative. Comment je vais le faire, ça, vous le saurez. Après. Alors, on va rester une fois de plus dans ce discours du chef de l'État. Vous savez que c'est un discours qui a pris pratiquement 1 heure. Dans 1 heure, il a parlé de beaucoup de choses. On va quand même retirer aussi autre chose dont on n'a pas parlé. C'est
déjà nous avons parlé de la création de ce comité de suivi, nous avons parlé de ce conseiller spécial, mais il y en a un autre cette fois-ci qui lui devra s'occuper des questions du genre, ici notamment les violences sexuelles, qui à mon avis est un cas très récurrent en République démocratique du Congo, et lorsque le chef de l'État se dit d'y mettre un accent tout particulier, vous ne pensez pas? Mais là c'est très bien, là tout le monde a applaudi, vous avez vu comment les femmes avaient applaudi. C'est les violences sexuelles sont devenues dans notre pays comme mais ce sont des criminels qui font ces choses-là. Comme le chef de l'État a accordé une attention particulière à ces volets du problème, nous ne pouvons que l'en féliciter, et ce sera une très bonne chose. Mais il y a un aspect que tu risques d'oublier, c'est au plan économique. Le chef de l'État a dit de très très bonnes choses, notamment il est revenu sur les recommandations qui ont été faites aux concertations, demandant à ce qu'on puisse faire de sorte que nous ayons une classe moyenne congolaise, parce que nous sommes quand même un pays riche, mais malheureusement ceux qui sont en train de brasser les affaires dans notre pays, ce sont les étrangers. Et je pense que c'est très malheureux, parce que c'est une régression par rapport aux années précédentes, où on voyait à la FEC, hier c'était à Neza, où on voyait vraiment les personnalités de toutes les provinces qui brassaient des grandes affaires. Et aujourd'hui, si jamais une réunion est convoquée à la FEC, vous voyez des Congolais, dites que ce sont les Congolais qui sont allés représenter leurs boss qui sont des étrangers. Je crois que on a intérêt à mettre un accent particulier sur cet aspect des problèmes, parce que si un Congolais a les moyens, il va certainement d'abord penser à investir au Congo, il va engager la main-d'œuvre, et ce sera très bien pour notre économie. Et il y a une chose également que j'ai beaucoup appréciée, c'est lorsque le chef de l'État a demandé à ce qu'on puisse payer la dette intérieure des Congolais. Là, vraiment, le gouvernement de la République... Sous la certification. Oui, les dettes qui sont certifiées. Là, le gouvernement doit faire un effort, parce qu'un gouvernement ne peut pas tuer les Congolais. Si les affaires sont entre les mains des Congolais, et je pense que c'est notre économie qui va bénéficier de ces efforts. Mais les Congolais ont des difficultés pour avoir accès au crédit. Les Congolais ont des difficultés pour recouvrer, pour se faire payer auprès de leur gouvernement. Mais attends, on veut que les Congolais meurent. Et moi, je crois que cette fois-ci, le gouvernement qui sera mis en place devra prendre l'engagement, comme le chef de l'État l'a demandé, de payer les dettes qui sont certifiées, pour permettre à ces Congolais de relever, de relancer leurs affaires. Parce que sans argent, on ne peut rien faire. Et qu'on puisse également mettre des mécanismes en place, créer aussi des banques congolaises. Il n'y a plus de banques congolaises dans ce pays. Vous avez les banques nigériennes, vous avez les banques camerounaises, vous avez les banques libanaises, mais les banques congolaises, pas une seule banque. Mais c'est grave. C'est grave. Le chef de l'État va sûrement, il a promis, il a tenu à sa parole, il l'a dit, et maintenant on quitte à ce gouvernement-là de faire beaucoup d'efforts. Mais l'autre chose, c'est que le président insiste aussi sur l'entrepreneuriat congolais. Et cela pourra-t-il avoir quel genre de conséquences pour l'entrepreneuriat congolais? Oui, mais l'entrepreneuriat congolais, si on doit, comme le président l'a demandé, leur donner aussi la possibilité de sous-traiter certaines choses. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, la sous-traitance est assurée seulement par les étrangers. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on doit également demander, ce qu'on a demandé, à ce que les petits commerces ne soient exercés que par les Congolais. Mais ça se fait dans tous les pays, sauf ici chez nous, où vous allez trouver un expatrié avec un magasin, le chef du dépôt c'est un expatrié, le caissier c'est un expatrié, mais ce n'est pas possible. Et les Congolais deviennent quoi? On nous a même parlé des étrangers qu'il faut les baigner. Ça, c'est pas possible. Que les expatriés s'occupent des gros investissements, qu'ils s'occupent
des grands secteurs de production, par exemple, mais qu'il laisse le commerce des détails aux Congolais, aux nationaux. Ça, ce n'est que justice. Si vraiment le président de la République est revenu, il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays. Comment est-ce qu'ils vont arriver à relever le niveau de vie s'ils ne travaillent pas? Comment? Nous avons maintenant dans les centres urbains comme à Kinshasa, les Kuluna. Ce sont les jeunes gens, à cause de la loisiveté, ils n'ont pas le temps, ils n'étudient pas, ils ne font aucun travail. Mais si on peut renforcer pour les écoles professionnelles, qui leur donnent la possibilité de, une fois terminer leurs études, pour qu'ils puissent, comment dirais-je, se retrouver sur le marché du travail, ce sera une bonne chose. Il est très difficile d'avoir de bons carreleurs dans notre pays. Il est très difficile d'avoir de très bons maçons dans notre pays. Les électriciens, les plombiers, de bons plombiers. C'est très difficile d'avoir de bons plombiers. Or, avec tout ce qu'il y a comme construction à Kinshasa, moralité, les expatriés qui le font venir et les plombiers et les maçons et les électriciens de chez eux. C'est pas normal. Eh bien, qu'on puisse un peu pallier à cette carence en renforçant les écoles professionnelles, que nous ayons de bons carreleurs sur place, que nous ayons de bons maçons sur place, et vous verrez que le niveau de vie des Congolais va s'améliorer. Très bien, on va rester un tout petit peu dans ce chapitre économique. Et donc, vous dites qu'une fois que nous aurons des Congolais qui peuvent rentrer, qui peuvent avoir accès au crédit, on a tout de suite aussi du travail. Mais de quelle manière est-ce que les Congolais, parce qu'on a vu dans certains Congolais, pas toujours une moralité très bonne pour pouvoir arriver à s'occuper de leurs propres Congolais, de leurs propres frères Congolais. Non, il ne faut pas dire ça. Vous ne pouvez pas faire de grandes affaires si vous n'avez pas un appui de banquiers. Pour avoir un appui de banquiers, il y a deux choses. Ou bien vous avez comment dirais-je, votre propre argent et le banquier va s'intéresser à vous, voyez que vous avez un mouvement d'affaires conséquent, ou alors vous avez des hypothèques à donner. Et pour ceux qui n'ont pas des hypothèques, ils peuvent avoir la possibilité à partir un travail dans l'informel. Si l'informel reste entre les mains des Congolais, ils peuvent s'organiser et remonter leur chiffre d'affaires. Parce que la plupart des Congolais sont dans l'informel. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Et je vous dis que dans cette ville de Kinshasa, 6 ménages sur 10 sont tenus par les femmes, qui souvent n'ont pas les moyens d'avoir un capital conséquent parce que le travail qu'ils pouvaient faire. Vous avez même certains grands producteurs de pain commencent à revendre le pain en détail, mais ça ne va pas. C'est scandaleux ça. Donc moi je pense que si les étrangers peuvent se limiter à faire des grandes choses, à s'occuper des secteurs de production et qu'on laisse les petits commerces entre les mains des Congolais, ça sera justice. Alors le changement, le président de la République, pour justement consolider l'ensemble de recommandations qui ont été faites, on rappelle plus de 600 recommandations, le président de la République dit pour changer le Congo, il faut que soi-même on commence par changer. Il faut la conversion de mentalité et il faut changer sa manière de voir les choses. Comment vous comprenez cela? Bon, il a raison, hein, le changement de mentalité est nécessaire. Dans tout ce que nous faisons, le changement de mentalité est nécessaire. Chacun de nous doit s'approprier les recommandations des concertations nationales. Et chacun dans son domaine. Comme je vous ai dit, on a abordé tous les secteurs de la vie nationale. Donc, il n'y a pas un seul secteur où quelqu'un peut dire que non, moi je ne me retrouve pas. Donc, c'est question de dire, cette fois-ci, nous devons, comme un seul homme, nous mettre ensemble pour pouvoir reconstruire notre pays, pour barrer la route à ceux qui ne veulent pas de notre développement, pour barrer la route à ceux qui veulent balkaniser notre pays, pour barrer la route à ce que notre armée devienne un dépotoir où on doit déverser n'importe quelle milice. Bref, c'est un problème de responsabilité de chacun de nous. Et là,
Quelle que soit votre couleur politique, je ne connais pas un Congolais sur cet aspect des choses qui peut avoir un avis contraire. La preuve, je vous ai dit qu'aux concertations, la plupart croyaient n'allait pas aboutir. Mais vous avez vu que l'état des lieux que nous avons fait était sans complaisance. Nous nous sommes mis d'accord, le mal est mal. Je ne vois pas qui de la majorité, ni de l'opposition, ni de la société civile qui pouvait refuser qu'on puisse relever le mal si mal il y a dans tel domaine. Nous l'avons fait dans tous les domaines de la vie nationale. Et nous avons fait des recommandations impersonnelles également. Donc vraiment, grand chapeau aux concertateurs. Ça vraiment, je dois les féliciter. Et surtout que nous n'avions même pas un médiateur extérieur. Parce que la plupart de nos forums, on a toujours vu les médiateurs se relayer. C'est comme si les Congolais étaient incapables de se mettre d'accord. Mais cette fois-ci, vraiment, le présidium a été à la hauteur de sa tâche. Et chaque fois qu'il y avait des petits problèmes, il s'investissait pour trouver un règlement à l'amiable. Et voilà que nous avons bien atterri sans problème. Donc je crois que si nous pouvons avoir le même engagement pour également appliquer ces recommandations que nous-mêmes, Congolais, nous avons produit, je pense que ça peut aller. C'est les Congolais qui seront les grands bénéficiaires. On aurait pu terminer par là, Maman Catherine Zouzouaboumou, mais je m'en voudrais si je quitte ces lieux sans vous poser cette question aussi importante sur laquelle le président de la République lui-même est revenu. C'est la question des élections. Nous avons un Sénat qui tarde avec les assemblées provinciales. D'aucuns les ont qualifiés des institutions hors mandat. Et ça fait beaucoup de problèmes, beaucoup de contestations. Mais le président de la République propose justement de les garder, selon que la Constitution donne aussi la possibilité qu'on ne peut remplacer une institution à une autre lorsqu'il y en a une qui vient des élections. Et la question des élections est un problème sérieux dans notre pays. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que le président lui-même parle d'un calendrier plus ou moins raisonnable. Tu as répondu à ma question. Et je pense que là, c'est la CENI qui doit pouvoir proposer les calendriers en tenant compte des différentes échéances. On sait que nous devons aller jusqu'en 2016. Donc, si on veut à ce que les municipales et les provinciales puissent se tenir, il faudra qu'on puisse donner un calendrier qui est, comment dirais-je, raisonnable. Et il y a aussi la question du recensement et de l'identification qui s'est posée. Mais tout ce sont des contraintes. Mais si nous commençons à le faire à temps, on va présenter bientôt on va présenter le budget au Parlement. Je pense que le gouvernement devra intégrer cette donnée importante tout en sachant que il y a l'identification qui doit se faire, il y a le recensement qui doit se faire, il y a les élections municipales qui doivent se faire. Donc, on doit prévoir tout cela au budget pour qu'on ne se retrouve pas devant une difficulté que voilà, telle élection, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens. Mais vous savez que ces contraintes, notamment le recensement, c'est une opération qui prend beaucoup de temps, mais ça ne vous fait pas peur que nous ne soyons pas vraiment dans le respect du délai imparti aux institutions actuelles? Par exemple, le gouvernement qui va venir, il y a l'échéance de 2016. Comment ça va fonctionner? Mais c'est un problème d'aller au-delà. Non, j'ai dit que c'est un problème de volonté. Les provinces sont bien outillées, les territoires sont bien outillés pour organiser les recensements et l'identification. L'essentiel, c'est qu'on puisse commencer à présent, qu'on puisse commencer à le faire. Et nous pouvons demander le concours des partenaires extérieurs comme les PNUD par exemple, qui ont l'habitude d'organiser ces choses-là. Si on commence toutes ces opérations à temps, je pense qu'on peut terminer le recensement et l'identification avant 2016 pour au moins que lors des élections les élections législatives et présidentielles, au moins qu'on ne puisse plus parler de nombre de Congolais d'une manière approximative, et au moins que nous ayons vraiment des chiffres réels.
des statistiques réelles. Alors, on termine par là, Maman Catherine Zuzouambongo, il y a la question de la nationalité. Vous avez évoqué beaucoup des assises des concertations. Vous avez proposé l'irrévocabilité de cette nationalité. Donc, on peut détenir à la fois la nationalité congolaise et la deuxième nationalité. Vous savez que notre législation ne permet pas ces choses-là. Alors, le président de la République propose une attitude intermédiaire en demandant au gouvernement de donner des facilitations au niveau consulaire. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible? Est-ce que vous pensez que si on doit détenir la double nationalité, ça pourrait avoir un impact sur la vie du Congolais? Bon, moi je pense que les problèmes des doubles nationalités, pour le moment, il est nécessaire d'être ferme parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'abus dans le secteur, mais nous avons eu des compatriotes, les Congolais de l'étranger, qui avaient pris part aux concertations, qui ont soulevé cette question. Il y en a lorsqu'ils vont demander, par exemple, le visa pour venir chez nous ici, on va jusqu'à leur demander 300-400 $ pour avoir un visa pour rentrer chez nous. Ça, c'est pas normal. Moi, je pense qu'on peut commencer par assouplir leurs données, assouplir les mesures, en attendant que les législateurs se prononcent sur les pour ou contre la double nationalité. Je connais très bien des gens qui n'étaient pas... je parlerai des États-Unis d'Amérique. Obama, on le voit bien. On sait que son papa est kenyan, mais il aime bien l'Amérique. Je parle du président Sarkozy. Il n'est pas français d'origine, il est hongrois. Mais il a aimé la France. Le problème n'est pas de détenir une autre nationalité, c'est d'aimer le pays qui vous a donné cette nationalité. C'est de rester loyal vis-à-vis de ce pays qui vous a donné une nationalité. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas dans le problème de détenir une autre nationalité qui fait qu'on est soit loyal ou on ne l'est pas. Là, c'est un problème de l'engagement, de la reconnaissance de la personne qui reçoit cette nationalité, de se montrer loyal vis-à-vis du pays qui vous a accueilli. Alors, merci Maman Catherine Zuzouambongo, à moins que vous ayez la possibilité d'ajouter, de placer notre mot sur... Non, je crois que nous avons abordé, pour aborder tous les aspects du discours du président, je pense que ça va nous prendre des heures et des heures. Bon, tu es venu me voir le dimanche, et le dimanche c'est un jour qui est réservé à mes petits-enfants. Je pense que je dois faire une halte maintenant pour un peu m'occuper de mes amis. Très bien. Alors, merci Maman Catherine Zuzouambongo de ce temps que vous avez accordé. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro d'un spécial entretien, selon que les événements vont nous recommander. D'ici là, portez-vous très bien, surtout comme dans le programme sur votre chaîne.